Hello, bonjour à tous, salut Kirby the Boss, salut TCC Corp, salut Tomahawk, salut Pissam, Pissama, salut Pissama, comme on dit chez nous. C'est un peu plus sombre que d'habitude parce qu'aujourd'hui il n'y a pas de soleil, ça fait depuis ce matin il pleut des cordes, c'est la fête. Après je m'en fous, je fais pas de balade aujourd'hui. Bah, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne nuit et que surtout bah, après ce qu'on va faire dans quelques instants, vous serez pas maudits sur 17 générations, parce que c'est pas bien ce qu'on va faire. C'est pas bien du tout. Ok, donc avant d'attaquer, salut Fixo. Je vais vous parler un petit peu de ce que j'ai fait cette semaine. Déjà, j'ai amélioré le setup de stream. Et avec deux petites choses, donc je vais... comment passer sur la top-down. Alors ça risque d'être un peu confus parce que vu le nouveau setup, je vais vous montrer déjà. Hop, j'ai bricolé ceci. Un peu de lumière. Alors c'est une... Ah, câble, il n'est pas assez long. C'est une Raspberry Pi Pico à laquelle j'ai attaché quelques boutons. Et cette Raspberry Pico, parce que j'ai regardé ce que tout le monde utilise, et ce que tout le monde utilise, c'est un Stream Deck. Sauf que les Stream Deck, bah, c'est pas gratuit. Et moi, j'ai pas besoin d'avoir des boutons qui affichent, qui fassent en même temps écran et ce genre de choses. Donc je me suis dit, ouais, cliquer sur les menus ou utiliser les touches de raccourci d'OBS, c'est un peu pénible parce que moi j'ai un setup sur le desktop et sur tous mes desktops d'ailleurs avec Enlightenment. Je vous l'avais déjà dit, j'ai pas de gestionnaire de fichiers, j'ai pas d'environnement de bureau, j'ai juste un gestionnaire de fenêtres et des tonnes de raccourcis pour lancer des terminaux, des applications et des trucs comme ça. Du coup, ben, j'ai pas trouvé de. J'ai pas eu envie de chercher non plus, de raccourcis à rajouter dans OBS pour passer d'une scène à l'autre. Donc je me suis dit, ouais, Stream Deck, ça peut être sympa. Sauf que j'ai pas envie d'acheter un Stream Deck. Euh, Parce que déjà c'est un truc proprio, puis voilà, c'est pas amusant. Et je me suis dit, tiens, je vais peut-être arriver à en faire un. Et bah en fait, si on fouille dans les exemples du SDK Pico, on tombe sur coucou Lithium. Hihi. Viens Pupus, viens, je vais te montrer aux gens. Non, t'as pas envie de venir. Ok, tant pis. Bah, le SDK, il y a un exemple pour configurer la Raspberry Pi Pico en périphérique USB HID. Salut mémoire morte. Et du coup, bah voilà, il suffit d'avoir eu des entrées avec des boutons. Ces entrées sont surveillées par la Raspberry Pi Pico qui passe pour un clavier et est envoyé au PC sur lequel c'est branché. Donc c'est comme un mini clavier, sauf que alors le HID ça marche avec des rapports qui sont envoyés du périphérique au PC. Et il y a les touches, on peut choisir n'importe quelle touche qu'on veut envoyer pour émuler ou simuler un clavier, sauf qu'on peut rajouter des modificateurs. Et du coup, ben, j'ai rajouté un modificateur, donc quand j'appuie sur un bouton ici, ça envoie un raccourci clavier au PC qui est, bah, pour le premier bouton, c'est CTRL, ALT, la touche Super alias Windows, majuscule, et le 1 du pavé numérique, le 2 du pavé numérique, le 3 du pavé numérique. Du coup, bah, attends, on va passer sur le terminal qui a aussi le top-down. Si je clique, pouc, bah, je passe tout simplement d'une scène à l'autre sans le moindre problème. Et sans avoir à utiliser un plugin. Salut Latéraluse. Et sans avoir à utiliser un plugin dans OBS parce que j'ai pas envie d'installer OBS à la main, etc. J'utilise l'OBS standard qui est livré en package. Et puis voilà. Donc ça c'est un truc, bah, le code est écrit, vous remarquez qu'il y a des LED au-dessus qui pour l'instant ne servent à rien. Et justement, ces boutons-là sont vachement cool. Alors je vais mettre ça à sa place. Voilà. Alors c'est une salade de câbles sur le bureau forcément. Et navigateur. Du coup, ouais, je reste un peu perdu avec les touches que j'ai configurées.
Euh, Au niveau du navigateur, hop, le truc, c'est ce genre de bouton-là. Alors je vais vous mettre tous les liens dans le chat. Hop, ça c'en est une version en différentes couleurs. Euh, du coup, les étiqueteuses, oui, ou alors il n'y a que 5 boutons, donc on peut se souvenir. Il y a une version aussi avec, si j'arrive à cliquer, une version avec une seule LED et une version, celle-là je l'ai vue ce matin parce que je ne suis pas arrivé à retrouver, ça fait tellement longtemps que j'avais acheté ces boutons que j'étais pas arrivé à trouver. Et ceux-là, ils ont l'air sympas aussi. Un peu plus larges, ils ressemblent plus à des boutons de clavier. Oui, il n'y a que 5 boutons pour l'instant. Et voilà. Et du coup, voilà, 6 euros et des bananes les 10, ça vaut le coup. Et il y a un truc que je trouve super bien avec ces boutons, hop, c'est que ils s'alignent parfaitement. Donc ça, c'est un autre... Parce que j'avais déjà fait le même montage avec un truc qui marche avec ESP Home, donc connecté à mon Home Assistant, qui me permet de allumer et éteindre les lumières au salon comme j'ai envie, et de programmer des ambiances et ce genre de choses. Et sur le Home Assistant, les LED sont utilisés. Alors, le premier truc bien avec ces boutons, c'est que ils sont au pas exact de 2,54 mm. Il y a des petits ergots pour bien les aligner. Et on peut les mettre côte à côte sur une plaque pastillée ou une platine à essai, mais on peut l'utiliser sur une platine à essai. Alors, je ne sais pas si vous voyez, en dessous, il y a un certain nombre de broches. Il y a les broches, il y a 4 broches pour le contact. Celle de ce côté-là, donc vue d'au-dessus, celle de gauche, sont ouvertes quand le bouton n'est pas appuyé. Quand on appuie sur le bouton, ça ferme le contact. Et celle de l'autre côté, c'est l'inverse. C'est-à-dire c'est normalement fermé. Et quand on appuie sur le bouton, ça ouvre le contact. Ça dépend de comment vous gérez les entrées sur votre microcontrôleur. Et il y a un truc, en dehors du fait qu'elle s'aligne parfaitement, il y a un truc super bien, c'est que les LED, ce sont des LED standards 3 mm. Ça veut dire qu'elles sont... Salut FZS600N. Ce sont des LED standards 3 mm. Elles sont toutes celles qu'on voit sur AliExpress sont rouges et verts, ou juste une couleur. Mais il y a un truc super bien, c'est qu'il suffit d'enfoncer, d'appuyer derrière. Si je trouve un truc pour appuyer, hop, c'est que les LED, hop, c'est des LED standard 3 mm. Ça veut dire que si on achète des LED tout à fait normales, on peut les remplacer, il suffit de couper les pattes à la bonne hauteur. Donc là, je vais galérer à les remettre. Donc, il faudra que je regarde de plus près, etc. Bon, on peut les remettre, c'est juste que là, à distance, pour pas gêner la caméra... Si, c'est bon. Hop. Et voilà. Du coup, on peut mettre les couleurs qu'on veut, bleu, vert, jaune, les LED comme on veut. Donc ça, c'est le premier truc sur lequel j'ai bossé ce week-end. Le code marche, il n'est pas fini, etc. Et de toute façon, il n'y avait plus de place dans la cable. Salut Glop, Glop pas Glop, et bienvenue sur le chat. Ouais, pour rappel, ça c'est ChatGPT qui m'a dit de le dire parce que je cherchais à savoir si ça faisait conflit ou pas. Mais apparemment, c'est pas une participation commerciale le fait de dire que je suis rédacteur en chef de Hackable Magazine. Donc, parce que si vous me connaissez pas et que vous venez par hasard ou ce genre de choses, vous savez pas pourquoi je parle d'articles et de publications, etc. C'est parce que je suis rédacteur en chef et j'écris une bonne partie des articles qui sont dans le magazine Hackable. Et ce ne sera pas dans le prochain, par contre forcément je vais faire un article dessus, sur justement l'émulation HID clavier et comment se confectionner très certainement je vais appeler ça le Stream Deck du pauvre. Donc ça on va mettre de côté. Et par contre l'autre bidule sur lequel j'ai bossé cette semaine et et j'ai quasiment fini d'écrire l'article et qui sera dans le prochain numéro de Hackable 66 qui fait mai-juin, c'est ça. Et c'est aussi en lien avec Twitch. Donc ça, c'est plus un Pico, c'est un ESP32, un qui traînait dans mes tiroirs, etc.
Non, pas 99,9. Je crois que je suis à 80%. Et puis, d'ailleurs, le prochain numéro, j'ai pas mal galéré sur certains trucs. Du coup, il y a plus d'articles euh, d'autres personnes que moi dans le prochain numéro. Je crois que j'ai fait que 3 ou 4 articles. Et donc ça, c'est un ESP32. C'est aussi en lien avec Twitch. Et j'ai juste chopé du courant. Hop. Ce que ça fait, donc ça met un peu de temps. Poum. Et bah tiens, j'ai gagné un follower. Et ça m'affiche le nombre de followers que j'ai sur ma chaîne Twitch. Donc ce que fait le SP32, alors il y a une API, il faut déclarer une application dans l'interface développeur console, etc. de Twitch. Et ce que fait le SP32, alors faites pas gaffe à la LED multicolore qui est au milieu, en fait elle n'est pas pilotée du tout, du coup comme c'est une LED adressable, quand elle se met sous tension, elle prend des couleurs plus ou moins aléatoires. Donc ça il faut pas faire gaffe. Quand ça clignote orange, c'est à ce moment-là qu'il fait une requête à l'API Twitch. Et donc c'est par étapes, hein, c'est une API REST web. Donc ce que fait le SP32, c'est qu'il se connecte à mon Wi-Fi. Une fois qu'il s'est connecté à mon Wi-Fi, il fait une requête SNTP pour récupérer l'heure. euh, je vais répondre Tinos et bienvenue sur le chat. Donc ça se connecte au Wi-Fi, ça se connecte à un serveur SNTP pour récupérer l'heure. Et ensuite, il s'authentifie auprès de l'API Twitch, il récupère un token et il utilise le token pour trouver mon ID utilisateur en fonction de mon nom ou le nom de quelqu'un d'autre, hein. C'est pas une API privée. Je peux configurer le firmware pour, par exemple, récupérer les followers de Emile, Yorzian ou Fixou. J'ai encore gagné un follower. Et du coup, ça récupère le token pour s'authentifier et pour avoir le droit d'utiliser des requêtes API de ce type-là. Et ensuite, ça demande le nombre de followers en fonction avec le token et en fonction de l'ID utilisateur que je lui ai passé. Et ça met à jour le display. Alors le display, ça se voit pas bien, mais il est rouge. Donc là, on dirait plutôt qu'il est orange, mais en réalité, il est rouge. D'ailleurs, petite astuce, si vous avez des afficheurs comme ça, alors ça c'est un afficheur, c'est pas du 7 segments, c'est pas du 16 segments, c'est du 14 segments. Si vous regardez, le, le- il manque des segments pour en faire un 16 segments, mais c'est suffisant pour afficher, c'est connecté en I2C, mais c'est suffisant pour afficher des lettres et des chiffres. Et surtout le truc marrant, c'est qu'on peut définir l'aspect des chiffres comme on a envie. Du coup, bah, j'ai fait un zéro barré, parce que les zéros, ça se barre. Et donc, Tinos qui dit coucou et ça se met à jour quand on follow, ça check toutes les 20 secondes de tête ou 10 secondes. Alors il y a une limite, il y a un rate à pas dépasser quand on utilise l'API. Salut Chavenet, quand on utilise l'API Twitch. Mais là, on en est loin, hein, je veux dire. C'est un seau, un bucket qui se met à jour. Chaque fois qu'on fait une requête, il enlève un- un- une pièce dans le bucket qui se re-remplit au fur et à mesure. Mais je crois qu'il se re-remplit à la seconde. Donc ça va. En même temps, suivre des followers, on n'a pas besoin de faire une requête toutes les 5 secondes ou toutes les secondes et ce genre de choses. Euh, donc ça, ce sera un article dans le prochain Hackable. Sur toute la partie, je vais pas parler de la partie Wi-Fi ou SNTP, je l'avais déjà traité dans un autre article, mais toute la partie API Twitch. Et j'ai déjà fait un autre truc parce que je veux pousser un peu plus loin. Il est possible de faire plein de choses super intéressantes avec l'API Twitch. Ça, c'est une API entre guillemets publique et librement utilisable. Je peux récupérer, comme dit, le nombre de followers de n'importe quelle chaîne Twitch, pas forcément la mienne, mais il y a une autre API qui demande une authentification qui permet, avec des WebSockets, de s'abonner à des topics. Et à ce moment-là, c'est directement Twitch qui informe
entre guillemets, le montage ou le code qui tourne. Après, ça peut se faire en Python, hein. Moi, je préfère le faire comme ça parce que ça va être un montage autonome. Et qui, du coup, le montage qu'on fait avec cette API-là reçoit des notifications. C'est-à-dire qu'on s'abonne à des topics et quand il y a un nouveau follower, là, donc c'est des pollings. L'autre mode de fonctionnement ressemble plus à ce qu'on pourrait imaginer avec des interruptions ou ce genre de choses. Et là, on reçoit des événements. Ça veut dire que sur des chaînes, moi, pour l'instant, je compte pas du tout monétiser ou devenir affilié, etc. Mais ça veut dire qu'avec le même genre de montage connecté, salut Triggy, on peut avoir une information quand quelqu'un s'abonne, avoir une information quand justement le nombre de followers augmente ou diminue, enfin quand il y a un changement sur la valeur, ou alors quand il y a des shears, ou quand il y a des raids, etc. Et du coup, avec ce genre de bidule, qui encore une fois vaut pas grand-chose, hein, ça c'est une carte qui doit valoir 5-6 euros, et l'afficheur, pareil, ça doit valoir 6-7 euros, voire moins. Mais si on met des relais derrière, ça veut dire que sur un setup de streamer sans utiliser de matériel clé en main qui coûte beaucoup plus cher, on arrive par exemple à se faire un setup avec un background euh, qui par exemple va clignoter ou tu auras une animation lumineuse ou ce genre de choses. Et, euh, et FX avait parlé, d'ailleurs je vais faire un shout out à FX, avait parlé de ces trucs-là, bougez pas, euh, qui sont vendus, catastrophe, c'est le bordel, mais on va y arriver. Ces afficheurs-là, oh putain, la poussière, qui viennent de chez Action, qui coûtent vraiment pas cher. Donc, bah moi, je suis pas allé à Action, c'est une chaîne de magasins parce qu'ils sont un peu loin. Chez moi, ils sont en zone industrielle, du coup, c'est un peu pénible. Et ça, c'est connecté en Bluetooth Low Energy. Et ça, c'est une matrice de LED pilotable, soit avec une application, soit avec l'application du constructeur. Ou il y a des trucs en Python qui existent, il y a des trucs en Go. Et ça doit être possible. J'ai pas regardé parce que c'est encore une étape encore suivante. D'utiliser un ESP32 pour récupérer les infos Twitch par Internet et ensuite les envoyer à l'afficheur qui est bien plus fini, hein. Il y a de la résine et tout, c'est tout plat, ça s'accroche. Et du coup, on peut déclencher des animations et ce genre de choses euh, avec juste un montage, sans avoir un PC qui est allumé en permanence ou ce genre de choses. Donc c'est possible de faire plein de trucs avec l'API Twitch. Et bah, l'article qui va venir, c'est la phase 1. Le reste, j'ai déjà en partie codé le machin pour l'authentification et avoir des événements. Et le pont Wi-Fi Bluetooth, ce sera certainement l'étape suivante. Après, oui, effectivement, comme dit Fixou, euh, le faire en Python ou en Go, c'est relativement facile, hein. Shout. Fixou Lab. Hop. Donc allez voir, alors normalement, si je dis pas de bêtises, Fixou stream généralement le dimanche vers 13 h, donc il faut manger vite. Et puis voilà, je sais pas ce que tu comptes faire, je sais que bah, du coup ça va nous permettre d'enchaîner sur la suite. Alors, avant d'attaquer le sujet, ira relativement vite, Triggy qui dit le switch Wi-Fi Bluetooth est un peu foireux sur ESP32. Si t'as pas besoin de choper l'info pile, quand elle passe, ça doit être sympa. Ouais, de toute façon, tu peux bufferiser. Ouais, j'avais vu aussi qu'effectivement, une communication simultanée Wi-Fi, Bluetooth, c'était un peu tendu sur ESP32. Par contre, il n'y a rien qui t'empêche de mettre en suspens le Wi-Fi, balancer l'information sur l'afficheur en Bluetooth et revenir et repouler ou être attentif aux événements ensuite. Voilà quoi. On regarde une SHS tout à l'heure. Ok. Mais de rien, Fixou. C'est bien, on a une espèce de chaîne. Si tu te rapprochais un peu plus, ou si Ben, donc Ben c'est mémoire morte,
continue jusqu'à 13 heures. En fait, on peut faire toute une chaîne où on se raid les uns les autres, les uns à la suite des autres. Euh, voilà, donc ça c'était pour les petits projets en cours, les articles, etc. L'autre truc en cours, plus en rapport avec le sujet du moment, c'est bien, j'arrive à me souvenir des boutons qu'il faut utiliser. C'est ça. Donc ça, vous me dites, ouais, bah, c'est une color light, c'est celle sur laquelle on bosse. Ben non, celle-là, elle est méchamment... enfin, méchamment, non. Pas mal bidouillée. Euh, la... Si vous regardez attentivement, vous remarquez que la RAM, c'est pas la même. Voilà, comme dit Tomahawk, ça c'est la version 32 mégas. Donc sur une, je vais prendre celle qui se trouve en haut, et c'est là qu'il y a un truc pas cool du tout. Bah oui, j'ai foutu le bordel en cherchant l'écran, forcément. Hop. Donc ça, c'est la Color Light standard avec une mémoire ESMT. Et ça, le chip a été dessoudé et a été remplacé par un chip ici de 32 mégas. Et ça fonctionne. Alors le truc, c'est que ça fonctionne. J'ai bidouillé le truc. Vous avez rien. Si vous faites la modification, il y a maintenant plus rien à faire. Étant donné que... Alors ça, je peux enlever... que... Hop, bah c'est intégré directement dans Lightx. Euh, parce que... comment expliquer ça? Les chips comme ça, il suffit pas de les changer. Il faut que Lightx les supporte. Et un chip comme ça, et je ne le montre pas, un chip de ce genre, ou l'autre, l'original, hein, c'est pareil. Il y a un certain nombre de lignes d'adresse, il y a un certain nombre de lignes de données, et la mémoire est organisée d'une certaine manière. Euh, je vais revenir sur le navigateur pour vous montrer. Il y a juste eu un fichier à modifier pour le supporter, donc ça fait partie de DRAM, donc c'est le module de Lightx qui s'occupe de la DRAM, et File Changed 1, ça prend cette forme-là. Donc voilà, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 lignes. Il a fallu ajouter 9 lignes dans un fichier module.py. Salut Ludo1990 et bienvenue sur le chat. Il a suffi de 9 lignes pour ajouter une classe correspondant au nom du chip. Et là, je vous parlais de l'organisation. En fait, une RAM comme ça, c'est pas 32 mégas, un bloc de 32 mégaoctets, c'est des lignes et des colonnes, ce qui forme une espèce comment c'est des blocs. Donc il y a en X et en Y permet d'accéder à certains blocs mémoire dans le chip. Et en plus, il y a encore deux autres lignes supplémentaires sur les pattes du chip qui permettent de choisir dans quelle banque, donc quel morceau du chip on accesse. Et du coup, voilà, ça fait partie des éléments qu'il faut fournir à Lightx pour rajouter le périphérique. Et il y a aussi toute une question de timing. Et parce que tous les chips ne réagissent pas à la même vitesse, il y a un délai d'enregistrement, un délai de lecture, un délai d'attente après enregistrement et tout ce genre de choses qu'on trouve dans la datasheet. Donc si vous avez une puce que vous voulez la rajouter sur une carte FPGA comme ça, ou faire un hack ou changer le truc, en fait, je m'attendais à quelque chose de très 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 compliqué, mais en fait, pas du tout. Il suffit d'avoir la datasheet du composant en question, où vous avez toutes les lignes, etc., qui vous permettent les connexions avec le fichier plateforme. Euh, et gna gna. Plus loin dans la datasheet, vous retrouvez, alors si vous allez... voilà, on va zoomer un peu. Oui.
Donc il y a plein d'acronymes bizarres, etc. Et c'est ceux qu'on retrouve ici. Là, on a TRP, TRCD, TRW, TCC. Alors de par cœur, j'avais regardé les acronymes, ce qu'ils voulaient dire, à quoi ils servent. Mais bien sûr, c'est pas le genre de truc qu'on retient par cœur, sauf si on fait ça à longueur de journée. Vous les retrouvez toutes dans la datasheet. Et en compagnie des autres chips qui sont supportés dans le fichier Python, ce que j'ai fait, c'est très très bête, hein. J'ai pris un autre chip ici, comme par exemple celui-là, je l'ai copié-collé, je l'ai renommé, et après je suis allé chercher dans la datasheet tous les acronymes, et j'ai mis les valeurs correspondantes, et ça a marché du premier coup. Du coup, après 75 vérifications que tout était juste, tout était bien, des tests, etc., euh, j'ai fait le pull request. Et très sympathiquement, il a été accepté et intégré à Lightx Merged il y a 5 jours. Donc, voilà. Si vous n'avez pas mis à jour votre installation Lightx depuis 5 jours, depuis le 7 avril, vous pouvez juste faire un Lightx update et ce sera directement intégré, il n'y a plus rien à bidouiller. Et du coup, vous voyez le test. Euh, Dans le BIOS, il y a une fonction de test qui écrit et qui lit la valeur, le nombre maximum d'octets dans la RAM et les relus derrière, ce sont des octets aléatoires et il vérifie que tout fonctionne. Et donc, ça marche. Ce qui m'amène à un problème mystérieux, mais vraiment mystérieux, avec la carte et potentiellement bloquant. Par contre, je vais prendre un café. Excusez-moi. Et on n'arrive pas à trouver d'où vient le problème. Donc, moi, j'ai acheté 4 cartes. J'en ai eu 5. À un moment, il y en a une que j'ai cramée. Sur les 4 cartes qui restent, il n'y a absolument aucun problème à utiliser le RP 2040-0 pour programmer, enfin configurer le FPGA ou programmer la flash. Aucun problème. Sur les 4, on l'a fait plusieurs fois en live, etc. Ça marche sans souci. Sur la carte modifiée, je suis tombé sur un truc bizarre. Et j'ai juste, voilà, j'ai remplacé, j'ai enlevé 2 chips ici, je l'ai remplacé, mais ça le faisait déjà avant. Depuis que j'ai changé la RAM, quand j'alimente la carte avec le 5 volts qui vient du RP 2040, il y a je l'ai cramé comment? J'ai foutu du 12 volts dessus en utilisant un adaptateur USB PD mal configuré et j'ai balancé du 12 volts sur le bornier et ça a cramé des trucs. Et l'autre truc, c'est que j'ai mis la carte quelque part pour pas la mélanger avec celle qui marche et je sais plus où elle est. Donc si je veux essayer des trucs un peu tordus ou récupérer des pièces, je sais plus où elle est. Du coup, le problème que moi j'ai eu, c'est sur une carte, sur la seule à laquelle j'ai changé la RAM, si j'alimente avec le 5 volts qui fournit pas beaucoup de courant, hein, donc on peut pas mettre des tonnes de trucs derrière, là ça fonctionne sans souci. Si j'alimente, si je déconnecte le 5 volts de la RP 2040 et que je l'alimente en 5 volts, que ça soit par l'adaptateur USB Power Delivery ou avec l'alimentation de laboratoire, j'arrive plus à programmer le FPGA, à configurer le FPGA. J'ai des erreurs, OpenFPGA Loader, de temps en temps il arrive à écrire le bitstream, mais à la fin il n'arrive plus à réinitialiser, ou alors il a une erreur de communication, etc. Et je comprends pas. J'ai tout essayé sur une Raspberry Pi Pico standard ou celle-là. Il y a une broche qui s'appelle 5 volts ou VBus, c'est les 5 volts de l'USB. Il y a une masse et il y a ça s'appelle comment? Ça s'appelle, là il s'appelle 3,3 volts, mais sur une Raspberry Pico normale, enfin officielle, ça s'appelle V6 qui permet de rentrer une tension. Du coup, j'ai même essayé d'alimenter la Color Light en 5 volts avec le bench, l'alimentation de laboratoire, et de reprendre ce 5 volts pour alimenter la Raspberry Pi Pico. Ça marche pas non plus, il y a des soucis. Et c'est là qu'on a discuté avec TCC Corp et Fixou, qui a très certainement le même problème. TCC Corp a 2 cartes Color Light
qui ne peuvent pas être programmés avec le RP2040. Erreur, lors d'une configuration dans FPGA, ce que fait FPGA Loader, c'est qu'il il se renseigne sur le type de puce que c'est, et les puces FPGA s'identifient avec un ID. Et il récupère même pas l'ID. Sur les deux cartes. Et Fixou a aussi des problèmes. Avant la modif, sur la première, si je pouvais, sur la deuxième, non. Donc ça devient encore plus mystérieux. Sur la première, avec la RAM modifiée, ça marche plus. Donc ça se trouve, c'est un pont de soudure, etc. Mais Serge, je crois que tu as tout vérifié. Et sur la deuxième qu'il a reçue cette semaine, ça marche pas du tout. Et FX a deux cartes. Et sur les deux cartes, il n'arrive pas à configurer le FPGA non plus. Et moi, j'ai pas le problème. J'arrive pas à reproduire le bug sur mes cartes. Parce que là, ça fonctionne. Hein, sur cette carte, en alimentant avec le RP2040, ça fonctionne. Mais le truc le plus dingue, c'est que si j'alimente pas le RP2040 si j'alimente la Color Light par le bornier en 5 volts et que j'utilise une autre sonde JTAG comme celle-là, qui est celle de Digilant, JTAG HS3, il y a une HS2, alors je l'ai un peu bidouillé celle-là, hein. Au niveau de la gaine, je voulais changer le connecteur parce que c'est du micro USB, c'est pénible. Ouais, même Pico. Alors la Raspberry Pico officielle, j'ai aussi le problème sur la carte où j'ai changé la RAM. Même comportement. Si je l'alimente par le bornier, je peux faire ce que je veux. La Raspberry Pico avec Dirty JTAG n'arrive pas à configurer l'FPGA. Par contre, si je l'alimente et que j'utilise cette sonde JTAG, ça marche sans problème à tous les coups, pour la flash comme pour le FPGA. Par contre, alors déjà ça vaut 60 balles, parce que c'est un matériel, c'est une vraie sonde JTAG. Ça se présente comme ça normalement. Hein. Parce que celle-là, j'ai dû l'acheter pour une autre carte FPGA qui avait directement le connecteur. Et je voulais un truc un peu officiel. Donc ça marche avec ça. Et ça marche aussi avec ça, qui est une sonde JTAG. Alors c'est un clone, c'est je dirais même une contrefaçon. Un G-Link de chez Seger. Ça marche aussi sans problème. Ça, c'est un clone qu'on trouve sur AliExpress. Et voilà. Ces deux sondes JTAG, ce qu'elles ont en commun, c'est qu'il y a une broche qui s'appelle TVCC sur le HS3 et TVRF sur le G-Link, qui n'est pas une alimentation, c'est pas la sonde JTAG qui alimente la cible, ça se connecte à la ligne VCC, donc en l'occurrence les 3,3 volts qui sont là, et ça utilise cette tension comme référence pour communiquer sur la broche JTAG. Donc, il semble y avoir un problème d'alimentation, de bruit sur l'alimentation ou quelque chose dans ce genre, avec une Raspberry Pi Pico ou une RP2040 flashée avec Dirty JTAG. Un truc qui n'arrive pas avec... J'ai pas suffisamment de sondes, il faudra que j'essaye, j'ai un Bus Blaster aussi, mais apparemment les deux sondes qui ont en entrée une référence de tension qui provient de la cible, là ça marche. Et quand je dis ça marche à tous les coups. Hein. Je veux dire, je peux augmenter la fréquence, baisser la fréquence à laquelle je programme, ça marche sans problème. Du coup, il y a un truc mystérieux. C'est peut-être une histoire de de sonde. Et sachant que, en plus, sur Twitter, j'ai été contacté par un des 3 développeurs de Dirty JTAG qui a rejoint le Discord et qui ne comprend pas non plus d'où vient le problème. Donc, j'ai encore essayé d'autres trucs. Je peux vous montrer, j'ai des level shifters. Donc ça, c'est le genre de bidule, typiquement ça. Voilà, c'est pour faire communiquer un montage d'un côté qui utilise par exemple du 5 volts et du 3,3 volts de l'autre côté. Il y a la version petite, il y a la version grande avec des MOSFET. C'est ce qu'on utilise généralement pour piloter des rubans de LED VS2812 qui marchent en 5 volts.
avec des microcontrôleurs comme le Pico ou le SP32 qui marchent en 3,3 volts. Du coup, je me suis dit, tiens, je vais interfacer, je vais mettre ça entre le Raspberry Pi Pico, enfin, entre le RP2040 et la cible. Comme ça, s'il y a une différence de tension entre un côté et l'autre, ça va adapter. Pareil, même comportement. Aucun changement. Donc je vais regarder le chat. Et je vais prendre mon café. Hop. Fixou qui dit ah j'ai ça, je vais essayer. Ça quoi une sonde Digilant ou le G-Link. Si tu as une sonde sous la main, et d'ailleurs TCC Corp, je sais pas si tu en as aussi une, si tu as une sonde sous la main qui a justement le VTRF, c'est peut-être G-Link, bah voilà, t'essayes avec ça et tu verras, et tu verras bien. J'ai l'impression que ça vient de là. Euh, mais Mort, il dit peut-être que le Pico pourrait bénéficier d'un condo de découplage pendant la conf. Oui, et Gwenaël a aussi dit que normalement sur une cible euh, ECP5 de chez Lattice, normalement il y a des résistances de tirage sur certaines lignes du JTAG. C'est dans la datasheet de l'ECP5. Normalement, elles sont là. Il faudrait vérifier. Alors, il y a des petites résistances là, mais on ne sait pas où elles vont parce que forcément, c'est du BGA. Faudrait tester, vérifier si ces trucs sont là. Par contre, ça me paraît bizarre quand même pour ce genre de carte avec des composants officiels. Les mecs, ils n'ont pas utilisé une flash chinoise à bas de gamme. C'est du giga, je sais plus quoi. Voilà, ça a l'air quand même de qualité. Pourquoi ils auraient économisé sur des résistances de tirage, ça paraît bizarre. Triggy qui dit, t'as regardé aussi la différence de potentiel entre la masse USB et la masse de la lime quand tu passes par le connecteur? J'ai déjà eu des problèmes. Je me suis dit que c'est un problème de masse, mais toutes les masses sont connectées. J'ai même relié toutes les masses ensemble. Il y a une masse partout là, il y en a une là, il y en a une là, et il y en a une là. Elles sont toutes connectées ensemble et toutes connectées sur la RP Dirty JTAG. C'est pareil. Et encore, mon problème, c'est une chose. Le problème qu'ont Fixou et TCC Corp, c'est surréaliste. La carte, c'est une carte non modifiée. Parce que je me suis dit, tiens, c'est peut-être la SDRAM qui est trop proche. Alors ça, c'est deux buck converters. L'alimentation, le circuit d'alimentation sur... il y aura un problème avec la lumière. Non, mais le reflet, c'est pénible. Voilà. Le bus d'alimentation, il y a les 5 volts qui arrivent. On arrive à les distinguer là, qui font tout le tour, qui passent sous les buffers. Et on le voit aussi là. Ça c'est les 5 volts qui sont là, qui font ça de l'autre côté et qui descendent là pour repartir dans ce sens-là. Donc on a une espèce de U qui arrive à cette zone-là, parce que je me suis demandé qu'est-ce que c'est que ces trucs. Et en fait, ça, c'est ce qui fournit le 3,3 volts et 1,1 volts au FPGA et au Phi Ethernet et encore un truc. Du coup, ça, je me suis dit, peut-être que le problème vient que du fait... Alors, c'est des buck converters, donc il y a une bobine, des condensateurs, etc. C'est pas juste des régulateurs, des LDO. Donc je me suis dit peut-être que ça fait du bruit et ça passe par la RAM et ça perturbe le FPGA et donc la programmation. Mais a priori non. Et j'ai branché l'OSIO sur le 5 volts, sur le 3,3 volts et le 1,1 volts. Il n'y a pas énormément de bruit quoi. Donc c'est vraiment un truc, c'est super, super mystérieux. Il faut que je regarde les résistances de charge comme disait Gwen. Ouais. J-Link, donc ça ok, j'ai vu. J'en ai une. C'est ce que je vais faire cet après-midi. Et si ça se trouve, par contre, c'est un peu pénible parce que la solution Dirty JTAG sur RP2040, c'est vraiment la moins chère. La carte, elle vaut entre 12 et 14 euros. Si il s'avère qu'avec un faux J-Link, ça fonctionne, tant mieux parce que ça doit valoir aussi 15 balles. Par contre, si tout le monde doit acheter une sonde HS3 à 60 balles, bah ça multiplie par 7 le budget complet du truc, quoi. Alimenter sans masse, ça s'allume.
Ouais, mais du coup, ouais, c'est bien, ça s'allume, mais on sait pas, tu peux rien faire avec. Tricky, ce que je veux dire, c'est qu'entre la masse du port USB de ton PC et la masse de ton alim, si je connecte pas les deux, j'ai 20 volts d'écart. Ok. Si je connecte ça entre elles, ça fonctionne, mais connecte entre elles via le connecteur USB, certaines cartes, le potentiel s'équilibre, pas assez, et ça marche très mal. Ouais, mais pourquoi ça le ferait avec... Après, je dis pas, hein, c'est un truc à essayer, mais pourquoi ça le ferait avec la RP, la Raspberry Pi Pico, et pas avec une sonde officielle? Après, il y a peut-être de la circuiterie en plus euh, qui explique la différence de prix. Après, que ça soit bien clair, bon, Gwen ne sera pas là aujourd'hui, à ce que j'ai compris, comme la semaine dernière, parce qu'il est en vacances. Voilà, puis il n'a pas que ça à faire. Et qu'est-ce que je voulais dire? Zut, j'ai oublié. Oui, ici, Gwen, qui est donc le développeur de OpenFPGA Loader et ouais, gros contributeur à Lightx, c'est connu dans le milieu que, en dehors des sondes JTAG un peu chéros et qu'on sait professionnelles et fonctionnelles, dès qu'on sort là de ça avec des trucs un peu bidouillés à base de FTDI, FT 2232 et ou des microcontrôleurs qui font du beat bang pour piloter le JTAG, oui, c'est connu que c'est une source d'emmerde. Donc, par contre, c'est la solution pas chère, du coup, ça me dérange. Donc, je vais. La semaine prochaine, une fois que j'aurai fini le magazine, quand même, parce que j'ai un boulot, je vais regarder encore d'autres solutions parce que OpenFPGA Loader supporte énormément de sons de JTAG, y compris d'autres trucs pas chers. Euh, un Bus Blaster, par exemple, c'est basé sur du FT 2232. Donc peut-être qu'il y a des trucs qui coûtent autant que ça à 5 6 euros et qui marcheront peut-être mieux. Euh, le câble USB avec la Pico, c'est du no-name ou de qualité? Non, c'est du green. Ouais. U-green. J'ai les trucs genre normalement que j'utilise, machin, et derrière un hub USB U-green aussi. Ouais, moi aussi j'ai déjà eu des cartes, des câbles USB, surtout ceux que tu reçois, avec des produits, si tu les réutilises, des fois c'est du gros n'importe quoi. Ok. Dernier point sur la carte modifiée. Là, il y a ce truc-là qui pendouille. C'est un adaptateur micro SD pour mettre, je vous le donne en mille, une micro SD. Et à partir, ça c'est pour du teasing, pour motiver ceux qui ont une carte à effectivement changer les buffers. Juste un, changer ce buffer-là vous donne droit d'utiliser en bidirectionnel ces connecteurs de J4. Et à partir du moment où vous avez une connexion bidirectionnelle, bah, vous pouvez mettre un adaptateur. Il y a pas une trace, si, il y a deux trois résistances, etc. Mais il n'y a pas de composant actif, c'est juste ça s'achète pareil, hein, à 8 euros, vous en avez 10. Il faut un peu donner un coup de papier de verre sur le côté là, parce que c'est généralement les PCB sont finis n'importe comment. Je suppose que cela coûtait vraiment pas cher parce que les trous qui sont, je sais pas si on les, voilà, les trous, ils sont mais super au bord du truc, donc c'est peut-être des rejets, etc. Peu importe, vous en avez 10 pour 8 euros, et du coup, vous pouvez lire une SD card et charger le binaire écrit en C depuis la SD card et plus depuis la liaison série. L'objectif de ce truc-là, changer la RAM, changer au moins une puce pour avoir plus de connectivité sur les broches, c'est pour faire tourner Linux. Avec 32 MB de RAM et une SD card, théoriquement, on peut faire booter Linux dessus. Ça, ce sera pour plus tard. Et pour l'instant, j'ai un énorme problème. C'est que même la démonstration avec le donut, euh, avec nous, ce qu'on utilise, c'est le softcore VexRisk 5 standard là-dessus. C'est notre Hello World, etc. habituel. Euh, Linux, le Linux qui est prévu par Lightx pour ça est construit avec Buildroot.
Et le build root en question utilise VexRISC-V SMP, donc une déclinaison multicœur et avec un contrôleur d'interruption euh, du softcore VexRISC-V. Et c'est aussi un truc mystérieux que je comprends pas. Sur cette carte, Gwenaël a dit qu'il essaierait sur une autre carte ECP5. À partir du moment où, même pour le code que nous on a fait, on change le softcore et on prend VexRISC-V SMP, le code s'exécute pas. Donc ça c'est une étape en plus avant d'arriver, c'est un problème à régler avant d'arriver à un Linux qui tourne là-dessus. Mais, juste pour dire à quel point ce serait génial, c'est une carte qui coûte entre 12 et 14 euros, qui demande du travail pour changer deux puces, mais grosso modo pour 15 euros et deux puces, donc total avec tout le bins qu'il y a autour, pour 20 euros, on peut avoir une plateforme qui fait tourner un Linux RISC-V et on fait ce qu'on veut avec. Ça serait absolument génial. Ça demande du boulot, mais ça serait génial qu'on y arrive. Et bon, on est plusieurs sur le coup, on verra au final. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, et on va revenir à nos moutons, c'est notre bonne vieille Colorlight, pas modifiée du tout, si ce n'est avec des connecteurs, ce qui nous arrive au sujet d'aujourd'hui. Je vais juste prendre le temps de barrer des trucs sur la liste que j'ai prévue pour le stream. Ça c'est fait, la lime machin, c'est fait. On peut passer à l'horrible chose qu'on avait prévu de faire aujourd'hui. Et je me suis demandé s'il fallait pas sacrifier une résistance ou une puce au dieu de la mémoire, mais ce qu'on va faire va être relativement horrible. Hop. Ok, on est 44. Hop. Donc, on va switcher sur le terminal. Est-ce que tout le monde se souvient de ce qu'on a fait la semaine dernière? Je vais peut-être faire un petit rappel. La semaine dernière, hop, c'est peut-être un peu le bordel le schéma. Si, ça devrait aller. La semaine dernière, on s'est arrangé pour utiliser toute la RAM, tous les 8 mégas de RAM qui étaient sur la carte, en modifiant l'organisation mémoire qu'on utilisait. On a modifié le script de l'éditeur de liens, le fichier CRT en assembleur pour ne pas avoir à copier les données à la bonne place. Et on se retrouve avec une organisation mémoire qui est... ouais, il faut faire abstraction de tout ce qu'il y a autour. C'est-à-dire qu'on charge notre programme en RAM, main RAM, en SDRAM, et on se retrouve avec cette organisation-là. Texte, c'est le code. Données en lecture seule. Données initialisées en lecture-écriture. BSS, c'est les données initialisées à 0. Je dis souvent non initialisées parce que les données, les variables statiques, donc globales, dans un programme en C, sont systématiquement initialisées à 0. Donc, c'est pour ça que je dis à la fois non initialisé et initialisé à 0. Et on a la pile qui commence à la fin de la RAM. Hop. Et voilà, je me suis trompé du bouton. Du coup, je prends le clavier. Youps. La semaine dernière, on s'était arrêté à une réussite, ce qui est une bonne chose. Petit externe. Ah non, ça c'est spoiler alerte. On s'était arrêté sur, je suis sûr que je ne l'ai pas compilé, sur mycode 3. S'il est compilé. Dans le doute, vu que j'ai fait des bidouilles. Alors oui, tiens, j'ai oublié de vous dire. Si vous allez sur le repo GitLab du stream, hier, j'ai fait des changements dans le... Alors déjà, vous avez... j'ai rajouté le schéma, parce qu'on ne sait jamais, hein, peut-être si ça se trouve, c'est à cause d'une connexion. L'espoir vint que ça soit juste un problème de connexion avec ceux chez qui ça marche pas, ça m'étonnerait.
Euh, donc ça, j'ai rajouté le schéma de connexion en mode texte. Et j'ai modifié aussi le fichier colorstream.py, donc notre script principal et le script plateforme. J'ai méga fait le ménage. Donc j'ai enlevé. La base du stream, c'est une Colorlight 5A75B en version 8. Salut Manon, en version 8.2. J'ai enlevé tout le reste des fichiers. Donc si vous voulez être synchro avec et avoir un truc plus propre pour vous y retrouver dans les fichiers Python, parce qu'il y a plein de codes morts qu'on n'utilise pas, enfin code mort pour nous, qu'on n'utilise pas en particulier dans le fichier plateforme. Hop, et on peut regarder. Il y a des tuples en Python en fonction de la version de la carte. J'ai complètement nettoyé ça. Il ne reste que ceux de la 8.2, que j'ai d'ailleurs renommé parce que c'était 8. Et partout, j'ai viré tout ce qui concerne les autres versions de la carte, les autres modèles de carte, etc. Que ça soit dans le fichier plateforme ou dans le fichier principal. Il y avait plein de conditions. Si c'est une version 6.2, je fais ça. Si c'est une version 8.0, je fais ça. J'ai tout viré. Donc si vous voulez être synchro avec et avoir des fichiers Python plus simples, vous clonez simplement le dépôt et vous aurez la même chose que ce qu'on a là, quoi. Terminal. Ok, donc ça c'est ce qu'on avait la semaine dernière. Si je perds pas mon terminal, je vais juste jeter un œil au chat. Green très correct, je m'étais un peu penché sur les câbles USB une fois pour comprendre, ok. Ça aurait été bien des grades sur les câbles USB comme les RJ. Ouais, c'est vrai. Après, je pense qu'il n'y a pas besoin de grades ou ce genre de choses. Je pense qu'il y a ceux qui respectent les normes et les produits bas de gamme qui ne respectent pas la norme. Il y a une norme, après, pour la lire, il faut l'acheter. Mais je pense que c'est surtout des produits pas chers, bas de gamme. C'est ça le problème. Donc ça parle USB. Ok, donc je suis à jour. Donc, hop, retour. Donc la semaine dernière, ce qu'on avait réussi à avoir, c'était hop, l'itex. On s'était arrêté à code 3. Pareil, hein, je fais code 1, code 2, code 3, etc. Je l'ai appelé hello. Ouais, hello.bin. Reboot. Ok, j'ai dû faire une connerie. Temux stream. Donc en haut, on a le terminal. En bas, on a... Le problème, c'est que je joue avec... Voilà. Ça veut dire que dans la color stream, il n'y a pas la bonne version où j'ai fait un truc. Donc, pour rappel de la dernière fois, on a réussi à tout mettre en SDRAM. Donc la main RAM qui fait 8 mégas. On a le code. Main, c'est le pointeur vers le pointeur vers la fonction main qui est en SDRAM. Les raw data sont en SDRAM, les data sont en SDRAM, BSS est en SDRAM et la pile est en SDRAM. Donc sur ça, on est bon. Et le truc mal qu'on va faire maintenant, c'est hop, MyCode. Je vous parlais la semaine dernière de malloc. Donc malloc, c'est ce qui permet d'allouer dynamiquement de la mémoire en fonction des besoins. Et je vous disais, c'est un truc qu'il faut absolument pas faire en principe sur un microcontrôleur parce que à cause de la fragmentation, on l'avait vu, je ne vais pas le réexpliquer. Et c'est le mal. Un malloc sur un microcontrôleur,
C'est... où? Il n'y a pas le... Voilà. C'est la source de tous les maux et c'est ce qui va vous conduire à avoir des problèmes de sécurité, des fuites mémoire et tout un tas de trucs. Donc normalement, il ne faut pas le faire et c'est d'ailleurs pour ça, on va le voir dans un instant, euh, que c'est pas si facile, enfin c'est pas faisable par défaut. Du coup, l'approche qu'on va avoir, j'ai déjà fait le truc, hein, c'est un peu scénarisé. Euh, L'idée, c'est que on va naïvement essayer de faire un malloc dans notre code et étape par étape corriger les problèmes. Donc, on reprend notre code en C et dans notre code en C, on avait, on avait un buffer, ça c'est celui qui nous posait problème quand on n'utilisait pas toute la RAM. Un buffer, donc ça c'est BSS. On a des variables constantes, une variable constante, donc ça c'est ROData. On a un buffer de 64 int qui est alloué à l'intérieur de main, donc ça c'est sur la pile dans la stack. Triggy qui répond euh, même on a des microcontrôleurs beaucoup plus puissants avec de la RAM que mon c'est pas grand monde disait que c'était mal d'utiliser malloc. Après, le fait que ça soit mal, je dirais que c'est surtout en programmation bare métal. Si tu as un OS pour gérer le truc, c'est pas forcément un souci. Par contre, oui, il est plus ou moins entendu de manière générale que il faut éviter par tous les moyens possibles des mallocs. Après, t'as pas le choix. Des fois, tu es obligé de faire un malloc. Mais en principe, si tu préfères des trucs statiques, quoi, hein, enfin, pas d'allocation dynamique. Oui, mais voilà, il y a aussi ça, et ce qui explique aussi ça que je dis, Triggy qui dit juste les devs savaient l'utiliser. Il y a aussi ça, et c'est ce qui pousse aussi de plus en plus de structures à utiliser des langages plus sécurisés au niveau de la RAM. Euh, c'est que si tu torches ton code n'importe comment, oui, tu auras des soucis, des buffer overflow, des stack overflow et ce genre de choses de tous les côtés. Donc, on peut dire que les gens, les développeurs sont plus aussi minutieux qu'à l'époque. Quoique, on retrouve des bugs dans des codes qui ont 17 ou 20 ans. Et soit dit en passant, quand j'ai écrit l'article sur Unix V4 à faire fonctionner sur un PDP-11 émulé, je suis tombé sur une page où un mec a trouvé une faille de sécurité sur, sur Unix V4. Donc, même à l'époque, ils avaient beau être des demi-dieux, ils faisaient aussi des conneries, hein. Du coup, naïvement, voilà, on a ce que fait notre code pour l'instant, donc c'est bien, c'est joli. Bah, on va rajouter un petit truc, hein. Donc là, on affiche les régions. Du coup, là, hop, bah, je vais faire un malloc. Donc, ips. Donc c'est ce qu'on fait habituellement. En début, hop, on rajoute gentiment un pointeur. Alors malloc, pour ceux qui ne savent pas, après je pense que vous ne comprendrez rien à la suite, mais je le dis quand même, c'est une fonction qui alloue de la mémoire dans le tas. Donc il y a une zone mémoire qui se trouve après les données qui sont déjà connues et initialisées. Donc ça dit alloue-moi XXX taille de données et file-moi un pointeur sur ces données. Du coup, on déclare un pointeur vers euh, 2 lint au début de notre main et derrière, hop, on fait gentiment notre malloc. Hop, et bien sûr, ça c'est un réflexe à toujours avoir. On vérifie que le malloc s'est bien passé. Et si ça ne s'est pas bien passé, on affiche un message d'erreur. Ça, c'est ce qu'on fait habituellement quand on a besoin. Par exemple, là, j'ai besoin ponctuellement de 64 int. Donc, je fais un malloc de la taille d'un int fois 64 et je récupère dans malloc buffer un pointeur
qui pointe vers la zone la zone mémoire en question. Et ensuite, je pourrais l'utiliser comme j'ai envie, etc. Donc voilà. Je vais pas faire le free. Alors quand on fait un malloc et quand on n'a plus besoin de la mémoire en question, on fait un free. Je vais pas le faire là, je vais le faire après. Donc voilà. Donc j'ai fait mon malloc et comme tout se passe bien, si je vais le faire tout de suite. Donc là on affiche les autres types les autres pointeurs avec l'endroit où ils se trouvent en mémoire. Et on va faire pareil et on va aussi conditionner le truc. On va dire si j'ai bien si malloc buffer est pas nul, donc que le malloc a réussi, ce que je vais faire, c'est que je vais afficher la même chose que j'affiche pour les autres. Donc, on affiche le pointeur où est-ce qu'il se trouve dans la mémoire. Donc, normalement, après toutes les données et bien avant la stack. Et puis, tant qu'à faire, parce qu'on n'en a pas vraiment besoin, si l'allocation a fonctionné, on affiche notre message pour afficher le pointeur et on libère directement la mémoire. Ça, c'est un réflexe, que ça soit sur de l'embarqué avec ou sans OS, c'est un réflexe. J'aime pas faire mon prof en disant il faut faire ceci, il faut faire cela. C'est juste que l'expérience m'a montré que quand tu fais un malloc, rajoute tout de suite le code avec le free. Parce que tu vas l'oublier et du coup tu vas avoir des fuites mémoire, c'est-à-dire que tu vas allouer de la mémoire que tu vas jamais libérer. Sur un OS, c'est pas un souci. Sous Linux, une fois que le programme y quitte, la mémoire elle est récupérée par l'OS et réutilisée. Sur de l'embarqué, si tu as une boucle où tu fais un malloc, par exemple pour stocker des données qui arrivent ou un truc comme ça, alors déjà un malloc dans une boucle c'est pas forcément une bonne idée, mais si tu le fais et que tu libères jamais la mémoire, bah tu bouffes de la mémoire, tu bouffes de la mémoire, tu bouffes de la mémoire, et à un moment t'en as plus. Et plus exactement, ce qui se passe, c'est que ta prochaine allocation, si elle tape dans la zone pour la pile, ben boum, ton programme il partira en cacahuète. TCC Corp qui dit mon prof de C disait malocon, frion. Ouais, c'est réflexe. Si tu tapes le mot malloc dans ton code en C, tu tapes aussi le mot free derrière, comme ça t'as la paix. Manon qui dit si c'est un serveur web qu'on codait sur un serveur, ça reste problématique. Après, je dis pas, si t'es vraiment bon, etc., et que tu fais ça de manière raisonnable, et en utilisant des outils comme Valgrind pour vérifier que t'as pas de fuite mémoire et que t'as pas de problème de gestion mémoire dans ton code, normalement, si tu fais ça bien, il n'est pas censé y avoir un problème. Il faut juste garder à l'esprit, et c'est ce que moi, je me remémore sans arrêt, le C, c'est de l'assembleur. C'est une autre syntaxe que l'assembleur, mais techniquement, c'est juste une surcouche à de l'assembleur. Il est à ce niveau-là, le langage. Et à l'époque du début du C, ou à l'époque quand moi j'étais en classe, le C était considéré comme un langage de haut niveau par rapport à l'assembleur. Maintenant, c'est considéré comme un langage de bas niveau, ce qui est presque plus légitime. Techniquement, il faut se rentrer dans le crâne. Le C, c'est juste du joli assembleur plus intelligible. Mais ça reste de l'assembleur, tu peux faire ce que tu veux. Manon qui dit oui, mais on oublie les free au fur et à mesure, ça va être tendu. Ah ouais, bah il faut pas oublier. Il n'y a pas de mauvais langage de programmation et de langage de programmation pas sécure. Il y a des mauvais programmeurs et des programmeurs pas sécures. Je veux dire, ça fait des dizaines d'années que le C existe. T'as la moitié d'Internet qui fonctionne là-dessus. Tu peux pas juste diaboliser le langage. Non, c'est ce que font les développeurs qui est mal. C'est pas le langage. Du coup, là, on a rajouté bien proprement, bien raisonnablement notre malloc. Du coup, make clean, make. Qu'est-ce que. Quoi? Ça marche pas? Ah, une defined référence, machin bidule. Ah, ouais, il faut peut-être juste arrêter d'être débile. Et. Ah bah, déjà, de base, j'ai même pas le header avec le malloc. Donc ça, c'est pas bien. Donc c'est le premier truc qu'on va rajouter. C'est que bah, on va commencer par rajouter notre malloc, quoi. Ok. Make. Non, c'est pas ça.
Alors, on va quand même lire le message d'erreur, parce que juste avoir Boucanier 1680 qui dit c'est comme les bons chasseurs, les mauvais chasseurs. C'est exactement ça. Il y a le bon développeur C qui voit une fuite mémoire et puis il tire. Et puis il y a le bon développeur C qui voit une fuite mémoire et puis il tire. Pareil. Du coup, notre problème, c'est pas ça. Non, 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 non. En fait, il faut lire les messages d'erreur. C'est pas du tout à la compilation que ça merde. C'est à l'édition de lien où il dit t'es gentil, mais je connais pas ta fonction malloc. Puis d'ailleurs, tu fais une référence aussi à un truc qui s'appelle free et je l'ai pas non plus. C'est pas un problème de compilation, c'est un problème d'édition de lien. Ah, ça c'est bizarre ça. Du coup, ça voudrait dire que notre libc là qu'on utilise, elle a pas de, elle a pas de malloc. Bah. Après voilà, Gwenelle avait dit que malloc c'était mal et qu'il fallait pas. Non non, l'include on l'a rajouté hein. Là, il est là l'include. C'est pas l'include. C'est pas dans le libc.a. C'est pas dans la lib. Et c'est vrai que Gwenelle avait dit non, non, mais Malok, c'est mal, tu vas aller en enfer, et puis il y a des petits chatons qui vont mourir, etc. Ça ira pas. Du coup, hein, attendez voir, ça viendrait pas. Il y aurait pas, genre, elle n'est pas finie, notre libc. On va afficher l'aide. Ça c'est alors le réflexe là que j'ai, enfin qui est simulé mais que j'ai à chaque fois. Dès qu'il y a un truc comme ça qui se passe, regardez s'il n'y aurait pas une option. Regardez ER, s'il n'y a pas une option qui existe dans LightX. Du coup, je sais pas moi, libc. Oh, tiens donc, ça c'était pas il y a quelques mois. Hein. Il y a une option qui s'appelle libc mode full ou minimal et par défaut c'est minimal. Salut Germino, bienvenue sur le chat. Donc il y a une fonction, on peut choisir la saveur de la libc qu'on utilise et par défaut c'est minimal. Et apparemment, minimal, il n'y a pas malloc dedans. Et là, vous vous dites, ah ouais, mais ça va être pénible, du coup, ça veut dire qu'il faut tout reconstruire avec libc mode. Même réflexe, on recherche l'aide. Ouais, mais moi j'ai pas envie de tout refaire, tout le gateware, etc. Ça va mettre un temps fou comme à chaque fois. Il n'y a pas un truc en rapport avec ce que je compile, du coup, hop, grep compile. Oh, super bien, il y a une option non compile software pour compiler que gateware, et il y a une option non compile gateware. Comme ça, je compile que le software. Magnifique, on va accélérer les choses. Du coup, on veut toujours notre color stream, avec build, avec stat, avec ce coup-ci une libc dans un mode full. On veut une vraie libc complète avec un malloc et tout ce qui bling bling, etc. Je crois que les snprintf et les fonctions sur les chaînes n'existent pas non plus dans la version minimale. Et comme on n'a pas envie de tous retaper, on va faire un no compile gateware. Comme ça, on ne reconstruit que la partie code C software. Hop. Zzz. Après, le problème, c'est que quand on compile que le C, t'as pas le temps de boire tout le café que tu voudrais. Voilà, il y avait la place pour une gorgée. Triggy qui dit, je dirais l'inverse, on peut avoir l'impression que C est bas niveau parce que c'est que le microcode fait tout, ce qu'il peut pour que pour que le code C continue à compiler correctement pour eux. Mais il y a des tonnes de choses, cache, pipeline, oui en plus, ouais, qui échappent complètement au C. Ouais, mais les histoires de cache et de pipeline, ça t'échappe aussi complètement si tu fais de l'assembleur. Je suis pas, enfin, qui échappent complètement au C, qui font que le C, en fait, est devenu haut niveau alors qu'il était bas niveau sur un 80-80. Ouais. Donc, on a appris une nouvelle option qui nous permet de recompiler qu'une partie de notre build. Et du coup, là, maintenant, notre code devrait marcher. Puisque il peut plus dire il n'y a pas de malloc parce qu'on a recompilé une lib complète. Ah,
Zut, c'est encore pire maintenant. Donc il râle plus parce qu'il connaît pas malloc et free. Maintenant il râle sur d'autres trucs. Qu'est-ce que... Donc le message concernant les permissions, ça on l'avait déjà eu plein de fois. What? Il lui manque des symboles. Alors il nous dit déjà dans la fonction SBRK, donc ça c'est la fonction qui permet de déplacer le pointeur pour savoir où se finit notre tas. C'est un truc qu'on retrouve dans les OS, il y a des appels système de ce type-là. Donc il sait déjà, donc notre malloc, la fonction malloc fonctionne puisqu'elle appelle la fonction SBRK. Par contre, SBRK a un petit souci, c'est qu'il veut une référence à heap start, donc heap pour le tas, donc voilà, il veut le début du tas, et il veut une référence à heap end. Ok. Du coup, ouais, c'est bizarre, mais c'est compréhensible. Pour que malloc fonctionne, il faut qu'il sache où commence le tas et où finit le tas, pour pouvoir rajouter des morceaux dedans, histoire que ça ne dépasse pas de la RAM. Par contre, c'est des symboles. Des symboles, ça devrait vous dire quelque chose, parce que des symboles, on en a vu la semaine dernière, puisqu'on a déjà rajouté et joué avec des symboles quand on a édité je vais juste nettoyer. Quand on a édité le script de l'éditeur de liens, à savoir linker.ld. Là, on a déjà plein de symboles. Ouais. Dont fstack, qui est l'endroit où débute la pile, qui est grosso modo l'origine de la RAM plus la taille de la RAM. Donc fstack, c'est la fin de la RAM, sachant que la pile grossit vers le haut. Du coup, on a déjà un symbole. Et lui, il nous dit on a besoin de deux autres symboles. Ok. Le script de l'éditeur de liens est construit de manière linéaire, avec dans l'ordre texte pour le code, RO data, data, BSS. Exactement ce qu'on voit à l'exécution, exactement ce qu'on a vu sur papier tout à l'heure et la semaine dernière. Du coup, si le tas est à la fin des données dont on connaît la taille, c'est après BSS. Du coup, il faudra un truc après ça pour dire à partir d'ici commence la taille. Mais il n'y en a pas vraiment besoin. En fait, on a déjà quelque chose qui existe. On a ce symbole-là, end, c'est il marque le dernier endroit de la mémoire qu'on a précisé dans le script de l'éditeur de liens. Donc ça, end, représente la fin du code, des hero data, de BSS, la fin de toutes les données. Donc on l'a. Normalement, notre tas, il devrait commencer au niveau de end, donc juste après BSS. Du coup, on peut le faire. N'empêche que je suis bon comédien parce que en fait j'ai répété avant, mais donc notre la preuve que c'est une comédie, c'est que je copie-colle. Du coup, on sait que end, c'est la fin des données de taille connue. Ça veut dire que si je rajoute un symbole que l'éditeur de lien a besoin pour retrouver ses références, heap start, celui qu'on a vu dans le message d'erreur, c'est end. C'est-à-dire que le début du tas, hop, il est là. Donc end, heap start, c'est end. Et ensuite, il nous faut définir où s'arrête le tas. Le tas, il s'arrête. Vous allez me dire, il s'arrête là où la pile, elle commence. Sauf qu'on ne le sait pas. C'est variable. Si la pile augmente, voilà, l'éditeur de lien, au moment de la compilation, il ne peut pas savoir où la pile s'arrête, quoi. Après, on peut jouer. Je veux dire, on peut dire que la pile ne s'arrête pas tout en haut de la RAM. Et on peut aussi dire que le tas ne s'arrête pas jusqu'à la fin de la RAM. Mais généralement, le tas s'arrête à la fin de la RAM. Donc, une fin de quelque chose, on l'a déjà pour la pile. Donc, heap end, le deuxième symbole que notre compilation et que l'éditeur de lien veut pour que SBRK fonctionne,
C'est pareil que pour la stack, c'est l'endroit où commence la RAM plus la taille de la RAM. Donc ça nous donne la fin de la RAM, et la fin de la RAM, c'est la fin du tas. Et donc là, on a nos deux symboles, notre heap start, notre heap end, et normalement, ben là, il n'y a plus de raison qu'il râle. Il les a, ces symboles. On vient de les définir. Donc, make. Et tada! Tada ou Rodriguez, au choix. Tomahawk qui dit les joies du développement sur DSP pipeline est d'arriver à éviter les stalls d'une ou plusieurs unités de calcul. En C, les compilos ont du mal et en assembleur, on s'arrache les cheveux. Ouais. Rodriguez, père et fils. Tu sais quoi, c'est super rigolo parce que chaque fois que je vais faire mes courses, je prends ma rue pour aller à un des magasins, que ce soit un Auchan, Leclerc, etc. Et il y a une entreprise de plâtrerie et de peinture qui s'appelle Rodriguez. Et à chaque fois, je pense au live 10 000 où quand il réussit un truc, c'est Rodriguez. Du coup, shout out at Emile NB. Donc si vous ne connaissez pas Emile, allez faire un tour sur sa chaîne. C'est le plus souvent le mardi ou le mercredi soir à 20h30, parfois 20h, et en fonction de comment il est chargé, ce qu'il a à faire. Et il fait des trucs super intéressants. En ce moment, autour de... vous pouvez chercher sur YouTube aussi. Il a une chaîne YouTube et il a fait des choses qui ressemblent à ce qu'on est en train de faire là. À savoir, il a une série de vidéos qui s'appelle C from Scratch, où il commence, on va dire, le développement C, mais sans utiliser toutes les facilités. Il n'y a pas de printf, il n'y a pas de machin comme ça. C'est vraiment bas niveau. Et justement, il explore où se trouvent les données en mémoire, qu'est-ce qui arrive sur la stack, qu'est-ce qui arrive en BSS et dans les différents trucs. C'est pas sur microcontrôleur, c'est pas en barre métal, c'est sous Linux. Et donc là, il y a une série de vidéos. J'aurais dû bookmarker le lien pour vous le mettre tout de suite, mais vous le retrouverez, vous cherchez Emile sur Emile C from scratch sur YouTube, vous le retrouvez. Et il est aussi développeur NetBSD, donc il a fait toute une partie du boot accéléré et il a sa propre version de NetBSD qui s'appelle SmallBSD, Small avec un O. Et en ce moment, il joue avec des agents IA, dont OpenClaw et PicoClaw, sur une VM, une micro VM faite avec son SmallBSD. Ça, c'est pour le shout-out. Et donc, par contre, notre code, il fonctionne. Du coup, on peut l'essayer. Hop, on remonte. Tmux. Donc, on va refaire pareil que tout à l'heure. C'est toujours notre code 3 hello.bin. Et... si seulement je pourrais le faire, mais en fait il manque juste une entrée sur la color light pour faire un bouton reset, et il y aurait juste un bouton machin. Après tu peux couper l'alimentation aussi, ou recharger le bitstream, ça marche aussi. Donc là on recharge le bitstream, bien sûr le hop. Et notre Rodriguez. Alors c'est pas super visuel, mais il y a effectivement une ligne qui s'est rajoutée avec l'endroit où se trouve la mémoire, les 64 int qui ont été alloués dans notre code en C, ils se retrouvent là. Malloc buffer, c'est le pointeur vers cette zone. Et on voit bien que on a d'abord le code, ensuite HeroData, ensuite les données initialisées, ensuite les données initialisées à 0, et juste derrière, donc les données initialisées à 0 sont, enfin, le buffer du malloc est largement plus loin que les données initialisées à 0, parce que je vous rappelle que notre BSS, on l'a initialisé, enfin non, on n'a pas initialisé le BSS, on a mis en BSS un truc qui fait 25 600 int, sachant qu'un int sur cette plateforme fait 32 bits. Donc ce qui explique
l'éloignement de notre tas par rapport aux dernières données allouées statiquement, qui est le BSS. Donc ça a marché. On a notre malloc qui a réservé une mémoire et elle se trouve à cet endroit-là. Et vous avez remarqué, on n'a aucun message d'erreur. On a alloué la mémoire, on a libéré la mémoire et ça marche. Donc là, maintenant, on a l'équivalent de ce qu'on pourrait avoir sur un OS, sur un programme qu'on fait sur un OS. On peut allouer de la mémoire comme on veut. Encore une fois, c'est pas l'idée du siècle, mais si on en a besoin, c'est là. Donc, pour rappel, on a été obligé de recompiler la partie logicielle de notre projet Lightx avec une version de la libc plus complète que celle qui est utilisée par défaut. On a été obligé de modifier le script de l'éditeur de liens pour lui dire ouais, c'était gentil, mais ton malloc, tu as besoin de ces symboles-là, ils se trouvent à cet endroit-là et à cet endroit-là. Et là, ça marche. Après, est-ce qu'on va garder le code dans cet état-là pour d'autres trucs? Je pense. Enfin, si, peut-être là, aujourd'hui et plus tard. Euh, on pourra toujours le réactiver, enfin, disposer du malloc si on en a besoin pour un projet. Là, de but en blanc, je ne vois pas dans l'immédiat en quoi un malloc pourrait nous être utile. Donc, là, ça restera comme ça pour l'instant, mais on va pas le garder ad vitam aeternam. Euh, du coup, sur le GitLab, je ferai un code 4 dans lequel je mettrai ça et les autres développements qu'on fera par la suite pour étoffer notre code en C. Je pense que je laisserai tomber le malloc et toutes les modifications qu'on vient de faire là. Ça évite de faire des bêtises et d'utiliser un malloc quand il n'y en a pas vraiment besoin. Germinou qui dit j'aime quand on fait germiner les blagues. Ah bah il répondait à Manon. Donc voilà, on a réussi notre petit coup. Donc maintenant, il y a moi et tous ceux qui suivent le stream, à savoir en ce moment 69 personnes. On est tous maudits sur 17 générations, à moins de faire 17 pater et 25 je vous salue kernel. Non, c'est le truc, gardez à l'esprit que c'est pas une bonne idée, c'est tout. Donc ça c'est une bonne chose. Parce qu'on a appris comment fonctionnait effectivement un malloc et le tas, etc. Chose que vous pouvez répliquer sur de l'Arduino, du STM32, de l'ESP32. Ils fonctionnent tous de la même manière. C'est un truc universel et même sur une autre plateforme. Donc, comme il nous reste un peu plus d'une demi-heure, ouais, on est maudit sur 17 compilations. Celle-là, elle est excellente. Hop. Et que je commence à bien jauger du temps que ça prend pour chaque étape du stream. Maintenant qui dit il faut pas aller à la messe et écouter plutôt les sermons sur Malloc. Alléluia. Ah ouais, non, mais il y a un problème, c'est que là, en fait, non, il faudra écouter les sermons de Mémoire Morte qui commencent à streamer à 10h, parce que 10h c'est l'heure de la messe. Je le sais parce qu'il y a une église évangélique de je sais pas trop quoi à 100 mètres de chez moi, donc je les vois passer et j'entends les cloches et tout le truc. Donc c'est 10 heures hein, officiellement. Et du coup, pour toutes les hérésies qu'on a fait avec Malloc là, il va falloir se faire pardonner en raidant Mémoire Morte et en suivant ses prêches et ses 12 enseignements sur comment ça marchait bien à l'époque avec des architectures 8 bits beaucoup plus simples. Allez, Elua. Ouais, Elua, ouais. Surtout un langage qui commence les tableaux à partir de 1, t'as raison. Après, j'aime bien Elua. Je veux dire, si seulement il n'avait pas ce truc de commencer les tableaux à 1. D'ailleurs, soit dit en passant comme Ada, que j'ai pas toujours pas regardé en profondeur depuis le FOSDEM, mais que je veux regarder. Parce que ça. Il y a Natacha qui me l'a bien vendu. Euh, ouais, c'est Elua. Après, ça serait un truc assez rigolo, c'est reprendre le code. Faut que je me le note dans un coin. C'est de la même manière qu'on avait dans le temps sur C64 et d'autres machines un interpréteur basique directement intégré en ROM. Ça serait peut-être rigolo de modifier le BIOS de Lightx
pour avoir un interpréteur LUA qui fonctionne directement dès qu'on boot. C'est possible, hein, il n'y a rien de... Maintenant qu'on sait faire un malloc, etc., là, ça c'est l'autre truc. Maintenant que la libc est complète et qu'on a tout ce qu'il faut et que ça fonctionne, bah maintenant on peut commencer à sereinement, entre guillemets, porter des choses qui viennent d'autres plateformes. Trady, mets-moi mort qui dit la vache, vous allez bouffer de la détection de front à l'arrache ce matin. Ah bah c'est proportionnel au péché qu'on vient de commettre. Hein. En même temps, et Trégui qui dit en même temps les langages où on commence les tableaux à zéro, mais plus personne ne sait pourquoi. C'est vrai que quand tu... Enfin, je sais pas, moi ça me paraît normal de commencer à zéro, même quand je configure des boutons ou des trucs comme ça, je commence à zéro. Et quand je mets des trucs dans des pots, tu sais, des pots et tu marques dessus, je commence aussi à zéro. Par contre, c'est devenu un réflexe d'avoir un bocal zéro pour les clous ou un truc comme ça. Mais si, c'est... Non, je sais pas. On commence à zéro parce qu'au début, il n'y en a pas. Je sais pas. Du coup, dans le temps qui nous reste avant de raider Mémoire Morte, j'ai prévu autre chose. On va revenir sur le top-down. Et j'ai failli reprendre la souris pour cliquer dans les menus. Ah, c'est marrant ça. Attendez. Ouais. Il y a un truc qu'il va falloir que j'ajuste. En fait, quand j'utilise les raccourcis clavier, ils arrivent aussi dans le terminal. Ça, c'est embêtant ça. Arithmétique des pointeurs, c'est une bonne raison de commencer à zéro. Ouais. Et en même temps, le premier octet, si tu as une mémoire... Non, mais en fait, c'est une référence cyclique. J'allais dire, si tu as une mémoire de, je sais pas, moi, 65 000 octets, un truc comme ça, le premier octet, en fait, c'est l'octet 0. Mais c'est parce qu'on a dit que c'était l'octet 0. Ou alors c'est en fonction de la manière de compter. Bah, c'est pas le moment de discuter de ça. Du coup, ce que j'étais en train de dire, c'est que c'est bien, on a les LED qui clignotent. On a vu il y a quelques streams qu'on pouvait impacter l'état des LED qu'on a branchés directement en sortie de notre FPGA via les buffers, etc. Mais c'est des LED, quoi. C'est une animation à LED, etc. C'est pas tout à fait pareil que ce qu'on a sur Arduino, par exemple. Chavenet, je t'ai dit bonjour, Chavenet. Salut, Chavenet, si je t'ai pas vu. Je suis remonté un peu dans le chat. J'ai toujours pas le réflexe de regarder sérieusement le chat. Je fais des pauses à intervalles réguliers. Du coup, ce que je disais, ouais, ça serait bien de rapprocher un peu notre fabuleuse Color Light qui fonctionne comme une carte microcontrôleur, maintenant RISC-V, de la rapprocher un peu plus de ce qu'on a l'habitude d'avoir sur d'autres plateformes comme ESP32, STM32 et Raspberry Pi Pico. Et sur ce genre de plateforme, le premier truc qu'on fait généralement, c'est faire un programme pour faire clignoter une LED. Là, les LED clignotent déjà, et puis c'est pas tout à fait pareil. C'est pas le code en C qui dit LED on, LED off, LED on, LED off. Du coup, il nous faudrait des GPIO. Bah, c'est pas difficile à faire, des GPIO. Parce que il suffit... Alors là, il va falloir recompiler, resynthétiser tout le bitstream. Mais c'est quelque chose... Voilà. Du coup, la première chose que moi je fais quand je veux rajouter quelque chose dans une configuration LightX, c'est que je commence par le fichier plateforme. Là, en l'occurrence, on veut des GPIO. On va dire 3. Hein. On en veut 3 et on veut les mettre... Vous avez vu? Ça rajoute des caractères quand j'appuie sur les boutons. C'est pas cool. Alors que je corrige ça. Ça commence à être un beau fouillis, mais on va les rajouter là. On va rajouter 3 GPIO en sortie, pour l'instant. Et on va les mettre sur ces broches-là et ces broches-là. Si on regarde là, c'est celle-là, ici. Donc on a D3, E4 et C4. C'est ces 3-là qu'on va utiliser pour avoir des GPIO qu'on peut contrôler avec notre programme en C.
Faut vraiment que je corrige ce truc-là, ça m'énerve, qu'il y ait des caractères qui arrivent dans le terminal. Du coup, la manière dont moi je fais les choses, euh, c'est que je commence par plateforme et désigner les broches directement. Donc on a notre horloge, on a les LED qu'on avait démultipliés la dernière fois. Le bouton en fait il sert à rien parce qu'on l'utilise pas et qui est utilisé pour la sortie. Ta breadboard sur la ligne bleue, il dessine une ligne continue, mais tu es obligé d'ajouter des jumpers pour qu'elle soit continue. Alors la ligne bleue est continue, c'est la masse. Ah ouais, t'as bien vu, effectivement, il n'y a pas de... J'avais pas besoin de mettre des straps sur le côté droit de la breadboard, juste sur le côté gauche. Mais je pense que j'ai dû avoir le réflexe de le faire d'un côté comme de l'autre, quoi. Bandy62, hello, bonsoir. Bonsoir, je pense pas, vu qu'il est 9h30. Mais bienvenue sur le chat et bon matin. Donc, notre fichier plateforme, on va rajouter ce qu'il nous faut à cet endroit-là. Et encore une fois, comme dit, je triche, j'avais préparé. Du coup, je cherche où je copie-colle, parce que sinon je vais faire des typos, parce que j'ai un chouille, à mon avis, de dyslexie, qui fait que chaque fois que je fais une modification, je me mélange les pinceaux entre les lettres et les chiffres. Ouais, quel acteur, ouais. Après, normalement, un acteur dit pas quand il joue la comédie, hein. Hop. Donc, on veut nos GPIO. Enfin, pareil, toujours essayer de commenter tous les trucs, sinon vous les retrouvez pas à la fin. Donc, c'est la même syntaxe que pour les LED. On veut un groupe de broches qui s'appelle GPIO. On n'a qu'un seul groupe de broches, 0. Donc, on commence à 0. On fait principalement de l'électronique ici, c'est la première fois que je suis ici. Alors, c'est entre deux. C'est de l'électronique, certes, mais c'est du développement sur plateforme FPGA avec un framework qui s'appelle Lightx, qui repose sur Python. Et du coup, on jongle entre la partie pure hardware avec des platines à essai, des résistances, etc. La partie FPGA qui donc est du Python, qui nous permet de créer et configurer notre SoC ou MCU dans le FPGA et on l'utilise avec un code en C pour le programmer. Donc c'est un peu tout. C'est ce que j'aime justement dans le développement FPGA, surtout avec Lightx, c'est que ça te permet d'explorer des trucs, des concepts que tu utilises en programmation et en électronique, tout en une fois et en descendant, en ayant la main mise sur toutes les briques, quoi. Salut Tomic, salut les configureurs. Hardware, software, tout est transversal. Mais ici la limite est floue. Ouais, en fait, tu as accès à tout. Et c'est ce qu'on va précisément faire là, tout de suite. C'est-à-dire que là, je viens de rajouter des broches que je désigne comme un groupe qui s'appelle GPIO, avec les broches C3, E4 et D3, donc celles qui sont sur le bord de notre connecteur qui est ici. Donc ça c'est pour la partie purement physique. On vient de dire, il y a un groupe de GPIO qui s'appelle GPIO, et c'est ces broches-là qui sont concernées. Donc ça c'est ce qui existe, ce qu'on désigne comme existant sur la carte maintenant. Du coup, ça c'est le fichier de plateforme. On va modifier aussi le script principal. Donc, même combat. On a les horloges, la description du SoC. Ah, zut, hop, 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 hop. Voilà, on a eu le retour à la ligne. Notre SoC qui a donc un softcore RISC-V. Il y a un accès à la SDRAM. Tiens, petite parenthèse, la modification de la RAM sur la Color Light, c'est là que ça se passe. Du point de vue Lightx, c'est celle qui est sur une carte non modifiée. C'est là qu'on change le type de mémoire qui est utilisé sur la plateforme. C'est ce que j'ai changé dans le script Python qui fonctionne pour la Color Light modifiée en 32 mégas. Fin de la parenthèse.
L'Ethernet, ça c'est un truc qu'on verra plus tard. Il est possible de faire des tonnes de trucs amusants. On a nos LED qu'on avait rajouté il y a quelques streams de ça. Et on a la Flash SPI qui est celle intégrée à la carte qu'on regardera aussi à un autre moment. Pareil, ça c'est un truc que j'essaye de garder cohérent entre le fichier plateforme et le fichier principal de Python. J'essaye de garder le même ordre. On a mis nos GPIO après les LED. Donc ici, pareil, on rajoute après les LED. Et pareil, en particulier si vous comptez faire des pull requests sur les différents repos de Lightx parce que vous voulez apporter votre contribution, etc. J'ai aussi pris le réflexe parce que je me suis fait gronder à un moment de respecter la syntaxe et la manière de présenter les choses. Du coup, maintenant, c'est devenu automatique. Là, on va rajouter les GPIO dans notre SOC. Donc, le commentaire, c'est dièse GPIO et on rajoute aussi les petits pointillés pour que tout soit comme les autres. Hop. Et on va rajouter ce qu'il faut pour dire à notre SOC, maintenant, c'est nouveau dans ta vie, tu as des GPIO. Et là, c'est super simple, encore plus simple que de le faire pour les LED. Voilà. Puisque on instancie un objet GPIO en utilisant la méthode ou le constructeur GPIO out. On veut des sorties pour l'instant. Il est 9h36, donc c'est pour l'instant. Peut-être la semaine prochaine, on fera des bidirectionnels qu'on appelle tree state, entrée, sortie ou en l'air. Et on récupère, on a besoin, et ce constructeur a besoin de récupérer ce qui vient de la partie plateforme en demandant c'est quoi exactement les broches utilisées sur le FPGA. Et donc ça c'est cette partie-là. On demande à la partie plateforme, voilà, on demande à la partie plateforme les pins qui constituent notre groupe GPIO. Hop. Du coup, bah, il n'y a plus qu'à tout reconstruire. Donc c'est pareil qu'avant, on garde notre libc full, parce qu'on va utiliser le même code, vite fait. Ce sera différent sur le repos. Par contre, là, on vire l'option no compile. Et vous allez me dire, ouais, on aurait pu utiliser no compile software et juste construire le bitstream. Mais non, parce que le fait d'avoir rajouté ce nouvel objet GPIO dans notre script Python va non seulement impacter la configuration de FPGA, mais aussi les libs qui sont générés automatiquement en C pour pouvoir les utiliser. Donc il faut tout reconstruire. Hop. Et j'ai... Ah, typique, je l'avais noté, et vous risquez d'avoir le problème, c'est que c'était totalement prévu. Hein. C'est que vous ne pouvez pas rajouter comme ça des GPIO en mode YOLO. C'est des constructeurs et à tir à larigot. En fait, il faut rajouter le module qui va bien. Et on n'a pas de module GPIO dans notre script Python. Donc, il nous faut importer le bon module de Lightx, qui va bien, à savoir, hop, depuis les fonctions core du SOC, je veux, ça fait un peu jeu d'essai de famille, dans la famille core SOC, je voudrais le GPIO, s'il vous plaît. Donc il y a plusieurs, modules qu'on peut importer, plusieurs classes qu'on peut importer. Là, on les importe toutes parce que ça nous servira pour plus tard. Donc ça, c'est un truc, alors là, vous avez la démonstration parfaite que c'est le truc typique que j'oublie systématiquement, c'est ajouter des bouts de code en Python et oublier les modules. Après, c'est peut-être un truc que tout le monde fait. Et là, forcément, maintenant, ça marche. Donc là, ça va mettre un petit bout de temps. Est-ce que pendant que ça construit, que ça compile et que ça fait des choses, est-ce que vous avez des questions sur ces histoires de GPIO ou même la partie avant où on parlait de malloc et ce genre de choses? Est-ce qu'il y a des trucs qui sont
flou ou pas clair, pas intelligible. Gros silence. Le mec, il ne devait pas poser une question, quoi. Ou c'est le chat qui est planté? Non. Non, non, le chat. Perso, ça va. Merci. Peut-être que je me fait peur, je me suis dit que le chat était planté ou un truc comme ça. Après, moi, j'ai une technique sécurisée, c'est que contrairement à Yorzian, d'ailleurs, shout out à Yorzian, c'est pas du dev, Yorzian, shout. Ouais, si j'écrivais, j'essayais de ne pas écrire dans le terminal, ça serait bien. Shout out at Yorzian. Voilà. Yorzian qui est rédacteur en chef adjoint de CISOP Pratique, qui est un autre magazine de Diamond Edition où je travaille, où je suis chef des rédactions et rédacteur en chef. Yorzian qui stream aussi régulièrement, par contre pas du tout sur du code. Il stream sur de l'administration système, SysOps, DevOps, etc. Des choses qui, moi, fut un temps, étaient dans mes cordes, mais plus maintenant. Parce que je suis clairement revenu à mes amours de départ, à savoir le code, le bas niveau, etc. Et mes connaissances en sysadmin datent d'il y a 20 ans, quand on faisait des fichiers de config à la main et ce genre de choses, et qu'on n'avait pas de VM ou de conteneur. Et je suis régulièrement Yorzian. Alors, il stream à des heures indécentes, en pleine nuit, à partir de 21h. Donc moi, généralement, je suis couché 5 minutes après. Donc je suis ces lives en replay. Mais c'est très sympa ce qu'il fait. Et c'est grâce à un de ces lives euh, que j'ai appris comment on faisait pour faire des GitHub Actions et la même chose du côté GitLab avec des runners et ce genre de choses qui m'ont bien servi. Donc toute la partie sysadmin actuelle de nos jours, bah en fait, ouais, Yorzian, si vous vous intéressez à ce domaine-là, suivez Yorzian. Du coup, notre compilation, construction et synthèse est finie. On a rajouté nos GPIO. Donc, ça sert à rien qu'on reconfigure le FPGA de suite, puisqu'on n'a pas de code pour le supporter. Par contre, chose qu'on n'avait pas avant, et chose qu'on a maintenant, il faut que je fasse gaffe à l'heure, c'est que si on cherche GPIO-I, GPIO, dans ce qui a été généré pour nous par Lightx, ça va toujours pareil, quand vous faites une modif, vous allez voir ce qui est sorti du four et qui a fini de cuire. Software, qu'est-ce que Lightx a rajouté pour nous à cet endroit-là? Hop. Ouais, alors on va faire même rgrep. Et effectivement, Lightx a rajouté des choses. On retrouve encore une fois, et ce sera de nouveau pas pour aujourd'hui, ces 3 mystérieuses lettres qui reviennent depuis qu'on a commencé les streams, etc. CSR, à ne pas confondre avec des mecs qui contrôlent les manifestations, etc., qui s'appellent des CRS. Ça, ce sont des CSR, c'est autre chose. C'est Control and Status Register, ZZ, avec un Z. J'arrêtais pas de le dire au singulier, mais c'est un pluriel. C'est un lot de registres qui nous permet de contrôler des choses avec notre SOC. Et dans le tas, on a effectivement CSR GPIO base, CSR GPIO out adresse, et il a même rajouté pour nous, de manière très sympathique et très conviviale, une fonction qui s'appelle GPIO out read et GPIO out write. Donc ça, c'est ce que Lightx a fait pour nous. Autant s'en servir. Du coup, on va retourner dans notre mycode satanique avec un malloc. Et bah, puisqu'on l'a à disposition, autant utiliser les GPIO maintenant en C aussi.
mycode. Voilà. Je m'assure juste qu'on a tout ce qu'il faut, on a même, etc. Donc on a nos allocations, on a nos petits messages, etc. Et vers la fin, une fois qu'on a fait notre free, on dit appuyer sur une touche pour redémarrer. Du coup, on va rajouter ici. Hop. Une petite boucle, toute bête, qui utilise les fonctions qu'on a maintenant à dispo. Tarotoro 0, salut, c'est quoi un SOC? Un SOC, c'est un System on Chip. C'est un processeur avec les périphériques. On parle généralement de SOC. Ah ouais, non, c'est pas un Security Operations Center, c'est System on Chip. C'est on va dire, le terme maintenant est devenu un peu adapté à tout et n'importe quoi. Avant, on avait une distinction entre un SOC comme, bah tiens, typiquement, le processeur que tu as dans ton téléphone, c'est un SOC. C'est pas juste un CPU comme ton Ryzen 5 ou ton Core i7. C'est un processeur plus un contrôleur de RAM, plus un contrôleur Ethernet, et tout est dans la même puce. Et on parlait de SOC euh, pour ça, en faisant la distinction avec un MCU qui est un microcontrôleur, comme, comme la puce qui est sur la carte Arduino, où c'était pareil mais plus petit. Maintenant, comme les microcontrôleurs sont devenus des grosses bêtes, bah il n'y a plus vraiment de notion de microcontrôleur. C'est pour ça que je mélange MCU, microcontrôleur et SOC, parce que grosso modo tout est SOC. Je pense pas qu'on puisse dire qu'un STM32 ça soit juste un microcontrôleur, c'est un SOC maintenant. À ton avis, quel est le plus gros SOC qu'on puisse synthétiser dans la Colorlight sans changer la RAM? Cœur, SOC, bah ça dépend. Ah non, 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 oula, attention. Euh, la RAM n'a rien à voir avec la RAM. Quand on dit RAM, la SDRAM qui est sur la Colorlight n'a rien à voir avec l'espace qui est dans le FPGA. L'espace dans le FPGA, ce sont ce qu'on appelle des éléments logiques, et c'est ça qui... et c'est le nombre d'éléments logiques qui permettent de mettre plus ou moins de choses à l'intérieur du FPGA. Euh, j'ai pas fait tous les essais, etc. Là, on a un RISC-V 32 bits qui tourne bien et qui est relativement complet. Maintenant, si tu mets des tonnes et des tonnes de LED, ça prendra de la place dans le FPGA. Tu arriveras vite au bout. Ce que je peux te dire, c'est que Lightx intègre un softcore, donc un processeur à mettre dans un FPGA qui s'appelle Microwatt, qui est sur une base de PowerPC. Il tient pas dans le FPGA de la Colorlight. C'est dommage parce que PowerPC, je sais pas, pour moi, c'est un petit côté mythique. Mais bon, RISC-V, c'est l'avenir, donc on reste sur du RISC-V. 48, donc du coup, j'accélère. On vient de rajouter la petite boucle qui va bien pour utiliser les GPIO. Alors, on a 3 broches en sortie GPIO. Ça fait un registre de 32 bits où chaque bit contrôle un GPIO. Ça veut dire qu'en mettant si on écrit 1 dans ce registre, on n'aura pas le temps d'aller fouiller. Mais c'est bien, ce sera la semaine prochaine, on fera vraiment le tour du CSR. Et ce sera rigolo à voir parce qu'il y a énormément de choses à dire. Du coup, on écrit 1 sur le GPIO, ça va ça va activer une sortie. Si on met 2, ça va activer l'autre sortie et arrêter la première. Donc c'est 1, 2, 4, 8, 16, 32, comme d'hab sur une Arduino ou un truc comme ça. Donc on a ça. Je vais juste vérifier un autre truc que j'oublie aussi systématiquement, c'est de faire des boucles avec des i. Et j'ai bien un i, parce que ça c'est le truc que j'oublie. Donc là on a juste, voilà, donc on rajoute une petite boucle à la fin qui fait 10 tours avec des temporisations de 100 millisecondes qui vont activer une sortie, puis l'autre, puis une sortie, puis l'autre, puis une sortie, puis l'autre. Donc ça, on est bon. On fait un make. Pas de problème sur la compilation, etc. On revient sur le top-down. Du coup, ce sont ces deux sorties. Ah, il y a ma tronche qui cache le... ce sont ces sorties-là. Du coup, on va mettre des petites LED. On va mettre une là.
une jaune, une rouge. On va mettre des fils. Le mec avait rien préparé, juste les fils qui sont juste à côté. Donc, hop. Première sortie. Alors, on en a dit qu'on en déclarait, qu'on avait 3 sorties sur notre groupe de GPIO. On n'en utilise que 2. C'est pas la fin du monde. Voilà. Donc, on a nos 2 LED. On revient. C'est pas le fil rouge sur la LED rouge. Ça, c'est une référence de vieux. Ou de vieille, en l'occurrence. Hein. Parce que je suis pas sûr que mon fils, par exemple, je suis pas sûr qu'il aurait la référence. Et on revient sur le terminal. Ou une référence de militaire. Aussi. J'ai failli faire une aparté, mais je vais... Non, parce qu'il n'y a pas le temps, là. Du coup, on a compilé, on remonte d'un cran. Je relance mon Tmux pour avoir les deux. En haut, on a notre... Voilà, donc ça, gardez en tête, celui d'en haut, on est en train de discuter avec l'ancien Bitstream, et donc l'ancienne version de notre SoC. Hop, Color Light, et on recharge. C'est en haut qu'il faut regarder ce qui se passe, et en même temps, c'est pour ça que vous avez 2 yeux, il faut regarder ce qui se passe en haut, et en même temps, avec l'autre œil, garder une trace sur les LED en haut qui sont rouges et jaunes. Donc on recharge le Bitstream, du coup, hop, ça télécharge notre code. Du coup, même moi, j'ai pas vu si ça avait marché. Non. J'ai oublié un truc. J'ai bien utilisé les bonnes sorties. Ouais, c'est ma faute. Si vous regardez, je vais revenir sur la cam. J'ai pas relié les, les broches des LED à la masse. Je les ai reliées à un truc qui est pas connecté. Alors pour éviter de perdre du temps, ce qu'on va faire... Non, pas du rouge. C'est que je vais brancher... Plutôt que de déplacer les LED et perdre du temps, je vais rajouter une masse. Du coup, ça a gâché mon effet. Et je vais brancher la masse comme ça. Voilà. Puis voilà, le truc, il a gâché mon effet parce que forcément, la boucle s'arrête sur une LED. Du coup, elle est allumée. Du coup, on retourne sur le terminal. Sauf que je suis pas retourné sur le terminal. Tu m'expliques pourquoi t'as pas switché? C'est parce que... Voilà. Donc là, on y a droit plusieurs fois. Et là, on a l'effet, le TADA avec le Rodriguez. Vous avez le chenillard qui est donc contrôlé par un truc qui est complètement à part. Et vous avez les 2 LED qui sont là. Je vais laisser mon doigt parce que la petite vignette que vous voyez. Et en même temps, j'appuie sur une touche pour redémarrer le SoC. 3, 2, 1. Et on a notre code. Ça, c'est notre code en C qui le fait. Je vais revenir sur le top-down. Ça, là, ce que vous voyez clignoter, là, tic-toc, 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 ça, maintenant, c'est notre code en C. Ça n'a rien à voir avec le chenillard qu'on a là. C'est notre code en C qui vient de s'exécuter avec la boucle que vous avez vue, qui active une LED et une autre, exactement comme sur, on pourrait le faire sur de l'ESP32, STM32 ou Arduino. Du coup, on est quasiment à l'heure. C'est qui pilote le chenillard, le FPGA? Ouais, Chris. Eh ben, salut Chris et bienvenue dans le chat. Absolument, c'est un truc qui est en... C'est pas en tâche de fond, ça s'exécute en parallèle du processeur RISC-V qui est à l'intérieur. C'est le chenillard est indépendant de tout le reste. On peut le contrôler si on veut avec un code en C, comme le fait le BIOS, mais là, il fonctionne tout seul
à côté du processeur dans le FPGA. C'est d'ailleurs un des trucs les plus importants des FPGA, c'est justement de paralléliser les trucs. Là, je suis en train de bosser à côté sur... Je vais revenir sur la caméra de face. Je suis en train de bosser à côté sur un truc qui est complètement stupide, mais qui est très rigolo pour comprendre comment ça marche. C'est non pas avoir des GPIO, on vient de le voir hein, quand même, le truc fantastique, c'est que voilà, j'ai rajouté 3 GPIO. Si maintenant je veux en rajouter 25, j'en rajoute 25 et elles seront pilotables en C de la même manière. Question sérieuse, les processeurs RISC-V, ça s'achète dans le commerce? Oui, il y a des plateformes RISC-V. Ben, je vais hop. Ça là que j'ai montré en début de stream que tu n'as peut-être pas vu, je sais pas, je crois que tu es arrivé après. Donc c'est un afficheur, c'est le truc qui affiche le nombre de followers que j'ai sur ma chaîne Twitch. J'accélère parce qu'il est 55. Ça c'est un ESP32. Plus précisément un ESP32C3. Sous la plaque en métal là, tu as le microcontrôleur qui a un cœur RISC-V. Et il y a aussi des cartes équivalentes à Raspberry Pi qui est du RISC-V. D'ailleurs, ça me fait penser que hop, une Raspberry Pi Pico. Bon, ça, non, la Raspberry Pi Pico 2 a un microcontrôleur SoC, etc. La 2, hein, qui s'appelle RP2350. Et il y a 2 cœurs à l'intérieur. Un cœur ARM et un cœur RISC-V. Donc oui, il y a des RISC-V qui existent dans la nature et même des équivalents à Raspberry Pi sur RISC-V. Du coup, pour ajouter une interface USB, on télécharge une description VHDL Verilog, on l'interface dans la description, on charge dedans. T'as même pas besoin d'utiliser du VHDL Verilog. Le framework Lightx qu'on utilise a déjà ça d'intégré et c'est écrit en un autre truc dérivé de je sais plus trop quel langage, qui c'est écrit en Amarante et ça se rajoute en 2 temps, 3 mouvements. Là, en l'occurrence, la Color Light qu'on utilise, si tu fais une légère modification dessus avec des résistances, tu n'as même pas une ligne à rajouter dans le script Python, tu as une option à passer au script Python et tu actives un contrôleur USB sur la Color Light qui par défaut est utilisé pour la liaison, la communication série, donc c'est de l'USB CDC. Et c'est intégré directement dans le framework. Le framework Lightx, il a de l'USB, Hosted Device, il a de l'Ethernet, il a du HDMI, du VGA, il a quasiment tout, quoi. Et c'est toi qui choisis. Et si tu veux 17 sorties, si tu as la place sur le FPGA, et que tu veux 17 sorties HDMI, tu mets 17 sorties HDMI. Après, il y a des limitations par FPGA avec les sérialisations. Faut prendre ça avec un grain de sel, comme on dit. C'est pas... Il y a des limitations qui existent, mais là, en l'occurrence, pour les GPIO, je m'en mets autant que je veux. Si tu veux 5 contrôleurs USB, tu mets 5 contrôleurs USB. Tant que tu as la place dans le FPGA, ça marche. Du coup, il est 9h58. Je voulais dire un truc, mais il n'y a plus le temps. Donc on a bien avancé, puisqu'on a fait du malloc et on a rajouté des GPIO. Et la semaine prochaine, on verra effectivement ce que c'est que le fameux CSR. Et ça nous permettra de choses... de toute façon, je fais un raid chez Mémoire Morte. Ça permet on va explorer le CSR parce que c'est vraiment merveilleux comme machin. Une fois qu'on comprend comment ça marche, on va arriver à faire des choses magnifiques avec. Et du coup, je vous souhaite un bon dimanche. Merci d'avoir suivi le stream. Et je bascule tout le monde. Je suis pile à l'heure sur... on va raider directement le stream de Mémoire Morte. Mémoire Morte. Hop.